Bonjour, merci de nous accueillir chez vous selon la formule consacrée maintenant. C'est un réel plaisir de vous retrouver. C'est un réel plaisir de retrouver Madame Bouvard à la médiathèque du Cateau-Cambrésis. Et cette fois-ci, nous allons finir avec les années 60. Nous allons parler des années 60, mais plus particulièrement de l'image sous toutes ses formes. Des années 60, donc nous allons parler de Toni Ungerer parce que ça vous tient à cœur, je le sais. Mais tout d'abord, je voudrais vous citer, une citation donc, de Jean-Marie Perrier qui dit « Les années 60-70 resteront cette période unique durant laquelle hier ne comptait plus, demain n'existait pas, il n'y avait qu'aujourd'hui ». Qu'est-ce qui est passionnant dans ces années 60, dont c'est notre dernière émission aujourd'hui ? Eh bien, c'est une période de création, d'invention, d'exploration, de nouveautés, de projection vers l'avenir, plutôt optimiste d'ailleurs. On se libère et tout ça dans une très très grande liberté. Ça, c'est surtout la liberté des années 60. Par rapport, moi je vois par rapport à l'époque actuelle où il y a tellement de censure, de freins. On n'ose plus parler de rien parce que ça va mécontenter un tel ou un tel. Bon, là, on ose et on y va. Hein, et on peut, et on crée. Et dans ce laboratoire vont s'inventer tout un tas de courants qui vont s'épanouir par la suite dans les années 70, même 80 et aujourd'hui. Alors comme grande figure, est-ce que l'on peut évoquer Gaston Lagaffe et notre ami Bob Moran ? Oui, deux figures emblématiques, hein, notre sympathique gaffeur, dont on vient de rééditer d'ailleurs l'œuvre, hein, une vingtaine de volumes, je pense, hein, le Calagaffe, avec tous ces animaux fétiches, ses expérimentations délirantes, son environnement, parce qu'il est garçon de bureau hein, dans un hebdomadaire. Mais Gaston a vraiment incarné des valeurs qui se sont développées par la suite autour de l'écologie, autour d'une certaine liberté, d'une certaine invention aussi, d'un modernisme, et puis aussi d'un travail plus détendu, aussi moins collet-monté. Gaston, c'est celui qui traîne les pieds, qui est vêtu d'un pull informe, qui dort au bureau, qui n'est pas toujours un exemple. Hein. Mais ce sont des choses qui vont beaucoup se développer par la suite. Puis il y a toujours cet humour incroyable. De Franquin, bien évidemment, parce que c'est une série qui commence en noir et blanc et qui va se terminer en couleur. Et puis qui, sur le plan du dessin, est absolument remarquable. Hein. Le dessin de Franquin, c'est magnifique. Et puis il y a ces gags qui explosent à chaque page, à chaque case, je dirais quasiment. Hein. C'est un feu d'artifice, hein, Gaston, au point de vue bande dessinée. D'accord, donc Gaston en figure tutélaire des années 60. Bob Moran également, puisque ça nous permet d'évoquer l'aspect aventure, l'aspect donc espionnage, exploration spatiale, mais aussi exploration de territoires inconnus. Il y a toujours des territoires inconnus à découvrir dans les années 60, j'ai l'impression. Et surtout la science, omniprésente dans les années 60. Alors Bob Moran, oui, il a été créé par un Belge, hein, Henri Verne, et il a eu une longue carrière, hein, puisque comme tous les héros, bien sûr, il ne prend pas d'âge, il ne vieillit pas. Donc c'est un aventurier, c'est un journaliste audacieux. Ses aventures vont se colorer un petit peu, de plus en plus d'ailleurs, de fantastique. C'est vrai que dans les années 60, il y a l'explosion des voyages aériens, il y a l'exploration qui se développe aussi, les émissions de télévision sur des pays inconnus. Et donc, on a des explorateurs. Haroun Tazieff et Cousteau. Voilà, des personnalités qui vraiment, chacune dans leur domaine, hein, vont explorer des territoires pas très bien connus et les faire connaître et faire rêver des générations entières de jeunes gens. Et l'omniprésence de la science. Voilà, oui. On est rationnel, hein. On explique. Le personnage du reporter, ça devient un personnage emblématique de nombreuses séries de bandes dessinées. Bob Moran, c'est l'un des plus achevés. D'ailleurs, il continue encore aujourd'hui. Hein. On a encore des parutions Bob Moran en bande dessinée ou autre. Et puis, il y a tous les passionnés, les collectionneurs aussi maintenant, qui ont connu ça dans leur jeunesse et qui ont un plaisir à collectionner. Et nous verrons que ces personnages doivent beaucoup à leurs illustrateurs. Oui. C'est exact. Parce que ce sont donc les années illustrateurs, comme vous le dites, ce sont les années de l'image toute puissante, notamment grâce aux posters.
Oui, oui, oui. Le poster, c'est ces grandes affiches qui sont vendues pas très cher et qu'on peut afficher pour décorer dans sa chambre. Les posters existaient depuis les années 40-50, mais c'était surtout des reproductions assez classiques d'œuvres d'art ou de paysages. Dans les années 60, les sujets vont vraiment se diversifier. La photographie et le dessin vont être énormément utilisés. Et ça va permettre de produire en grande série des photographies, notamment, qui vont devenir, comme on dit aujourd'hui, iconiques et qui sont toujours connues de tous. On pense bien sûr à Marilyn Monroe, par exemple, dont les nombreuses photographies sont déclinées sur toutes sortes de supports. Elle a été magnifique, elle était très photogénique et sa photo vraiment a été extrêmement utilisée. Et puis il y a d'autres photos historiques ou pas qui ont eu des... Dont la figure du Tché, ou peut-être même une figure qui dit halte à la guerre parce que c'est la guerre du Vietnam. Oui, il y a eu beaucoup d'affichistes qui ont travaillé sur le pacifisme, pour critiquer la guerre du Vietnam. Il y a eu aussi ces figures de Che Guevara, c'est devenu aussi une figure un peu romantique, un peu idéalisée. Ça rappelle un peu le Christ, sa figure en noir et blanc. Ça devient ces personnages que tout le monde connaît maintenant et qui sont utilisés et réutilisés. Mais c'est cette utilisation de l'image qui envahit tout et qui va envahir aussi l'édition. Aussi, parce que l'édition autrefois c'était surtout du texte. L'image va devenir omniprésente. Et puis, elle doit beaucoup à des dessinateurs qui étaient des vrais dessinateurs, qui maîtrisaient, qui dessinaient énormément parce qu'il fallait vivre et ils avaient toutes sortes de clients, je dirais. Ça pouvait se situer dans l'édition, mais aussi dans l'art de l'affiche, des décors, des publicités, de tout un tas de choses. C'est là que nous allons parler du local de l'étape qui est Raymond Poivet. Ah oui, effectivement, Raymond Poivet a dessiné, était un superbe dessinateur qui maîtrisait totalement, notamment le corps humain. Il pouvait... Oui. Les fameux pionniers de l'espérance. Mais vraiment, quand on voit un dessin de Poivet, il représente le corps humain dans n'importe quelle position. C'est naturel, c'est réaliste, c'est vivant, on y croit. Et maintenant, c'est très difficile de dessiner un corps humain qui a un côté dynamique, en fait, parce que le dessin, c'est un aspect, un arrêt sur image. Mais Poivet avait énormément de métiers et il dessinait dans, par exemple, de nombreuses revues, y compris des revues féminines. Il fallait illustrer un petit peu ces textes dans les revues, ces histoires, et les illustrateurs avaient énormément d'importance. Puis la publicité aussi. Est-ce qu'on peut se dire que les années 60, c'est les années de l'image toute puissante des illustrateurs et que les années 70 vont être un peu plus les années photo? Oui, si je me réfère par exemple à toutes ces séries. On a parlé de Bob Moran, mais il y a aussi toutes les séries policières, les séries d'espionnage, OSS 117, San Antonio et compagnie. Et tout ça était présent partout à travers les livres de poche. Et ces livres de poche étaient exposés dans des kiosques qu'on trouvait dans toutes les gares, les librairies, les rues, etc. Et on avait ces couvertures illustrées sur des présentoirs. Et le but, c'était évidemment de donner l'envie d'acheter le livre. Donc les couvertures étaient flamboyantes. Et il y a d'ailleurs aussi beaucoup de connexions entre ces couvertures, par exemple, et le cinéma. On s'inspire pour représenter tel ou tel personnage. On va s'inspirer d'un acteur de cinéma. Notamment pour illustrer San Antonio. Et l'illustrateur s'appelle... Maurice, non, je ne sais plus. Gourdon, en tout cas, un formidable illustrateur qui a développé un imaginaire formidable. Voilà, tous ces dessins étaient réalisés à la main. Donc il y a vraiment sur des œuvres d'art. Avec un petit geste d'érotisme. Oui, parce qu'il y avait une utilisation de la femme un petit peu pour attirer, je dirais, le client un peu. Femme souvent dans des situations désespérées, sur les romans d'espionnage en particulier. Et c'est vrai que par la suite, dans les années qui vont suivre, c'est la photographie qui petit à petit va représenter ça. Et c'est dommage parce qu'on a eu aussi toute une génération de dessinateurs extrêmement expérimentés et qui avaient la main très sûre et qui arrivaient, qui avaient des pattes aussi. Et encore une fois, maintenant, ça fait le bonheur des collectionneurs.
Oui, bah d'ailleurs, Gourdon, c'est 20 ans de carrière pour, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est les éditions Fleuve Noir, voilà. Donc Gourdon, c'est 20 ans de carrière pour les éditions Fleuve Noir. C'est un dessinateur et il sera chassé par la photographie. Voilà, oui, c'est autre chose, hein, c'est une autre période qui commence. Hein, mais vraiment, ces dessins ont marqué l'édition, je pense. Hein, parce que pour un seul titre, quelquefois, on peut avoir, on renouvelle la couverture, on a des dessins différents. Donc les collectionneurs peuvent suivre comme ça l'évolution de la collection à travers des styles différents. Il y a aussi le livre de poche qui a eu énormément recours à ces magnifiques illustrations sur les 2 pages d'ailleurs, hein, quand on déplie le livre. Ça faisait rêver, ça donnait envie effectivement d'acheter le livre et de le lire. Bah oui, on le disait tout à l'heure, parce que nous avons tourné l'émission sur le cinéma tout à l'heure. Donc nous le disions tout à l'heure. Bon, nous le disions il y a quelques semaines pour être plus précis, parce que il faut penser à la diffusion. Donc nous le disions il y a peu. Le cinéma, c'est une industrie, mais la littérature également. Voilà, oui. Et ces dessinateurs avaient vraiment plusieurs cordes à leur arc. Hein. Il y avait également un domaine qui était extrêmement important, c'était la publicité. Publicité qui se développe grâce à des nouveaux supports, grâce à la télévision, grâce aux revues, aux affiches qui s'étalent dans les rues, partout. Et la publicité, c'est aussi un formidable terrain de création pour tous ces auteurs et ces illustrateurs. Parfait. Nous allons parler maintenant d'auteurs qui vous tiennent à cœur. C'est Tony Ungerer et Maurice Sendak. Et plus particulièrement, nous allons aborder la littérature enfantine. Et vous m'avez dit qu'il fallait absolument parler du Père Castor et de ses formidables histoires. Voilà. Alors d'abord, pour prendre ce domaine de la littérature enfantine, et en général est toujours illustrée, hein, parce que pour soutenir l'enfant dans sa lecture comme lecteur débutant, quand l'enfant ne sait pas encore lire, il faut des images en fait, hein, quand on raconte l'histoire à l'enfant. Et puis par la suite, même dans des romans pour enfants, il y a des illustrations. Alors, quel était le paysage au début des années 60 ? C'est surtout effectivement ces fameuses éditions du Père Castor qui fleurissent dans les années 40, 50 et qui existent encore toujours aujourd'hui. Alors, c'est le parti pris d'histoires de qualité, servies par des illustrateurs de qualité, qui ont peut-être vieilli à l'heure actuelle, mais qui à l'époque étaient extrêmement novateurs. Et la grande qualité de ces livres, c'est d'être plébiscités absolument par les enfants, parce que les histoires sont bien construites. Les albums du Père Castor ont eu recours notamment à beaucoup d'illustrateurs russes ou de l'Europe de l'Est qui sont venus un petit peu, qui ont émigré en France et qui ont vraiment apporté des conceptions assez novatrices avec l'utilisation de couleurs assez vives, de l'utilisation aussi de formes un petit peu schématisées, abstraites, avec des styles, avec un peu d'habitude. Après, on va reconnaître le style des illustrateurs. Mais à part ces éditions, donc, albums du Père Castor, qui étaient diffusés quand même par les instituteurs dans les écoles notamment, à part le reste de la production enfantine, c'est quand même de médiocre qualité. Hein. Ça nous vient du monde anglo-saxon, des États-Unis généralement, hein, de l'Angleterre ou des États-Unis, à travers... oui, je vois que vous en avez sorti. Parce que en préparant cette émission, nous en avons parlé ensemble. J'ai même pris un grand coup de vieux parce que vous m'avez dit que le Club des 5, c'était en constante évolution, que les sujets ou que les textes étaient remaniés pour être adaptés au goût du jour. Et donc, j'ai pris un grand coup de vieux parce que je pensais que... c'est avec ça que j'ai découvert la littérature. Je pensais que c'était de la grande littérature. Alors, en fait, la Bibliothèque Rose, avantages et inconvénients. Alors, avantage, mais c'est pas de la mauvaise littérature. Au départ, Enid Blyton qui crée le Club des 5, par exemple, ou la série Alice qui nous vient des États-Unis, ce sont des œuvres tout à fait intéressantes et même relativement bien écrites. Mais il faut savoir que le Club des 5, ça a été créé en Angleterre pendant la Seconde Guerre mondiale. Hein, pour distraire les gamins. Mais quand c'est arrivé en France, c'est arrivé dans les années 60. Ça a été transposé déjà en Bretagne, hein, pour que les héros deviennent des petits Français. Et au fil des éditions, en fait, le texte
diminue et s'appauvrit, je dirais, de plus en plus. Et même dans les derniers livres, Hachette donne la recommandation, par exemple, de ne plus utiliser le passé simple, mais uniquement le présent, un certain nombre de mots limités. Donc on voit qu'il y a quand même, Hachette fait un peu ce qu'il veut. Alors l'avantage aussi de ces séries, c'était évidemment leur grande diffusion. On en trouvait absolument partout et leur faible coût, accessible à toutes les bourses. Donc ça présentait quand même un avantage immense d'être facilement accessible. Pour la plupart des enfants des années 60, c'était les seuls livres auxquels ils pouvaient avoir accès. Mais ça les faisait lire. Voilà. Et ça, c'est un grand avantage. Voilà, l'entraînement à la lecture, c'est quand même très très important pour les enfants qui ont appris à déchiffrer à l'école primaire. Il faut absolument un petit peu s'exercer, c'est comme un sportif. Si on ne s'exerce pas, on ne pourra pas maîtriser la compétence. Hein, voilà. Donc, immense avantage de ces années 60 où la société de consommation se développe, où on offre des cadeaux aux enfants. Hein, où ils ont aussi un peu d'argent de poche et ils peuvent s'acheter eux-mêmes quand ils deviennent adolescents, par exemple les aventures de Bob Moran qui sont diffusées pour quelques francs à l'époque, c'était vraiment à bas coût. Donc c'est un très gros avantage. Mais il faut bien reconnaître que c'est du produit de grande consommation sans intérêt littéraire ni autre. Hein. Et donc, on se posait la question, les héritiers d'Enid Blyton sont d'accord pour que le texte original soit modifié. Il y a toujours eu la plus grande partie de l'édition enfantine, c'est une partie, je dirais, commerciale. C'est celle qu'on trouve sur les étalages des super et hypermarchés, et voilà. Maintenant, on a aussi, c'est plus diversifié quand même à l'heure actuelle, hein, quand même. Mais on a eu quand même très tôt des dessinateurs, des illustrateurs qui avaient envie de faire autre chose, qui avaient envie de faire ce qu'ils aimaient. Maurice Sendak, je ne sais pas s'il avait... oui, j'évoque tout de suite Maurice Sendak, là. Je ne sais pas s'il avait l'idée de faire vraiment de la littérature enfantine, il disait la littérature qu'il aimait, lui, dont il avait envie de parler, qui était basée aussi sur tous ses souvenirs d'enfance. Alors c'est un Américain, il travaille à New York, mais en fait il est d'origine polonaise. Ses parents étaient des immigrés polonais, juifs polonais, donc il y a toute une tradition de l'Europe centrale derrière lui. Il a été très marqué, par exemple, par la Shoah, par l'extermination des Juifs pendant la Seconde Guerre. C'est un personnage d'une grande sensibilité et dans ses histoires va transparaître tout cet héritage extrêmement riche. Alors, il exerce son métier donc à New York et je crois que c'est dès 1960 ou tout au moins au tout début des années 60 va paraître l'album qui va vraiment le lancer, le faire connaître dans le monde entier, qui va être vraiment un coup de tonnerre dans l'édition enfantine parce qu'entièrement nouveau, il s'agit de Max et les Maxi-Monstres. Alors c'est un titre qui est encore très connu aujourd'hui, présent dans les écoles maternelles, toutes les bibliothèques. C'est vraiment un album qui a vraiment marqué les enfants, qui est excellent. C'est une histoire de grosse colère, hein. Le petit Max fait une grosse colère et il va évoquer donc ces monstres terrifiants. Il va faire un voyage au pays des Maxi-Monstres et rassurons-nous, l'histoire se termine bien au chaud, il revient chez lui dans sa chambre, etc. C'est très à la fois libérateur, les enfants adorent. C'est un livre d'une qualité absolument extraordinaire avec des prolongements qui peuvent être très grands. Et Maurice Sendak, est à la fois l'illustrateur et l'écrivain. Oui, pour Max et les Maxi-Monstres. Dans d'autres livres, ça peut être un peu différent. Il peut être... voilà, là, c'est une histoire encore écrite et illustrée par Sendak. J'ai sorti les quelques albums des années 60, hein, Turlututu, Chapeau Pointu, Le Secret de Rosie. Et puis, il y a cette petite mini-bibliothèque très amusante et 4 petits titres absolument délicieux. Bon, par la suite, Maurice Sendak écrira encore de nombreux livres. Tous ne sont d'ailleurs pas encore tous traduits en français.
français. Hein, l'édition a encore un temps de retard. Et il va bâtir une œuvre absolument extraordinaire. D'ailleurs, de nos jours, voilà ce qui paraît sur Maurice Sendak. Vous voyez, c'est assez impressionnant. C'est un colloque qui lui a été consacré. Alors, on analyse son œuvre en détail pour en découvrir toute la richesse, parce qu'il y a beaucoup de références à l'art, à la musique, à tout un tas de choses. On n'en fait jamais le tour, en fait, hein, Sendak. Mais quand Max et les Maxi-Monstres est arrivé en France, traduit par des éditeurs courageux et qui ne cherchaient pas à faire trop de bénéfices, ça a déclenché aussi beaucoup de critiques, hein, parce que c'était nouveau, ça surprenait, ces histoires de monstres, ça allait faire peur aux enfants. En réalité, ça ne leur fait pas peur du tout, au contraire. Hein. En fait, on l'a peut-être vu également avec le cinéma, ce qui n'est pas compris est critiqué. Oui, au départ, il faut s'y habituer. Alors, il y a eu quelques éditeurs courageux. Il y a eu François Ruy-Vidal. Un petit peu avant, c'était un éditeur américain qui s'appelait Arlene Quist, qui a été traduit en français. Par ces éditeurs qui n'ont pas gagné beaucoup d'argent, mais qui ont fait vraiment avancer la littérature enfantine. Et ils vont être à l'initiative de tout un courant qui après va s'épanouir avec un éditeur comme l'École des loisirs qui s'est imposé dans les années suivantes. Et toute cette littérature, alors principalement les deux les plus grands, disons, hein, mais il y en a bien sûr beaucoup d'autres. Hein. C'est Maurice Sendak et puis Tommy Ungerer, qui est un Alsacien qui travaillait également à New York. Tout ça va s'épanouir dans les années 70, 80, même jusqu'à 90, jusqu'à devenir la littérature enfantine illustrée que l'on connaît aujourd'hui et qui a conquis ses lettres de noblesse et qui a même fait son entrée à la BNF, la Bibliothèque nationale de France. Et vous me confiez que Tommy Ungerer avait aussi ses aficionados et ses chercheurs. Ah oui, il y a un colloque sur Tommy Ungerer qui vient, il est disparu récemment. Hein. Il a créé jusqu'à un âge, il a vécu jusqu'à plus de 90 ans, et même dans ses derniers jours, il a créé des albums. Alors Tommy Ungerer, c'est dans les années 60, il va sortir une série, oui, Jean de la Lune, très connu, album très connu, et surtout le Géant de Zeralda. Il y a aussi les Trois Brigands. Les Trois Brigands, c'est vraiment des titres qui marchent, je dirais, de manière extraordinaire. Il y a aussi toute une série que j'aime beaucoup, ce sont les animaux mal aimés, je dirais. Alors il y a Crictor, Adélaïde, il y a une histoire de serpent, il y a Émile qui est la pieuvre, il y a un rapace aussi. Alors Ungerer va beaucoup évoquer le thème de la différence. Hein, d'aller au-delà des apparences et de discerner un peu ce qui se cache derrière des apparences qui peuvent induire en erreur. Puis ce sont des histoires d'un humour qui peut être assez féroce quelquefois. On a parlé d'affiches tout à l'heure, un excellent affichiste, Tommy Ungerer. Il y a toute une production. Il est vraiment international. Il a beaucoup créé aux États-Unis. Puis par la suite, et alors il avait la particularité, il était alsacien d'origine, il écrivait en français, en allemand et en anglais, directement dans ces trois langues. C'est vraiment international, on peut dire. Voilà. Et en quoi ils sont encore contemporains ? En quoi ont-ils encore leur influence de nos années ? Ce sont des histoires très simples en apparence, hein, vous avez vu, avec ces petits animaux, tout ça, mais qui en fait ont des profondeurs vertigineuses. Je pense, hein, les psychanalystes s'en donnent à cœur joie d'ailleurs avec ces histoires-là. Donc ça va vraiment toucher tout le monde et pas seulement les enfants. Ils font de la littérature qui est de la littérature universelle en fait. Bon, il y a la qualité aussi de leur illustration, de leurs dessins. On reconnaît tout de suite les dessins de Ungerer qui sont très très bien fait, hein, puis c'était un personnage assez haut en couleur d'ailleurs, grand collectionneur de jouets aussi. Sa ville natale a pu créer un musée du jouet avec toute sa collection. C'est à Strasbourg, me semble-t-il. Oui, il me semble bien, oui. Il était resté, il avait gardé, mais comme disait Matisse, il avait gardé son âme d'enfant aussi. Hein. Matisse disait qu'il fallait garder son âme d'enfant, avoir ce regard quand même frais, nouveau.
Mais c'est pas, on parle de littérature de jeunesse ou de littérature enfantine, mais c'est de la littérature pour tout le monde. Et maintenant, c'est vrai que l'album illustré, il y a une floraison actuelle d'auteurs, parce qu'au début, on a traduit les auteurs qui venaient des États-Unis, on a traduit des Italiens aussi, et puis il y a eu maintenant il y a plein de jeunes auteurs français ou autres qui sont présents, qui sont disponibles. En tête, vous avez un ou plusieurs héritiers de ces illustrateurs? Il y a Grégoire Solotareff. L'École des loisirs en déniche toujours des nouveaux, et les illustrations, je dois dire, deviennent de plus en plus somptueuses, avec des grands formats qui permettent vraiment de donner tout le relief à cette illustration. Là, on est dans la floraison. Les années 60, c'est les débuts. Un peu ingrat quelquefois, parce que ça ne se vend pas, hein, ça n'est pas connu, mais ça va s'imposer petit à petit, tout doucement, jusqu'à fleurir à travers toutes sortes de parutions. Alors ça, c'est encore d'actualité. Si vous voulez faire fortune, ne faites pas de la littérature jeunesse, mais si vous voulez faire fortune, eh bien, faites de la littérature telle que Harry Potter. Ah, oui, mais il faut reconnaître qu'en France, on a eu quelques grands éditeurs comme Gallimard, etc., qui ont ouvert leurs portes aussi à toute cette création. On a eu des petits éditeurs qui se sont créés et qui, en fait, sont diffusés ou soutenus par des éditeurs plus importants. Bon, c'est assez complexe, hein, le monde de l'édition, mais je dois dire qu'on a eu comme ça du sauvetage d'éditions vraiment intéressantes, parce que les laboratoires de la création, c'est effectivement chez ces petits éditeurs. Et de nos jours, on bénéficie bien sûr aussi de tous les progrès techniques, d'imprimerie, de couleurs, de graphisme, de papier, qui permettent de faire des choses, dont des livres-objets à dépliants, voilà. Et peut-être même des livres multimédia? Oui, des livres très différents. Alors, le livre-objet, voilà, j'en ai sorti un, ça apparaît aussi dans les années 60. Là, c'est une créatrice, Varja Lavater. Elle va se livrer à un travail artistique, en fait, sur le petit chaperon rouge. Et c'est complètement abstrait, en fait, hein. C'est une œuvre d'art aussi, ce livre. Alors, ça s'appelle un leporello, c'est un dépliant, un livre dépliant. Vous voyez, j'arrive pas à le remettre en place. Mais ça va donner aussi naissance à toutes sortes d'albums-objets très raffinés, qui plaisent beaucoup aux enfants et aux parents aussi. Et qui sont toujours des objets de collection. Alors, j'ai l'impression que le temps qui nous est imparti, eh bien, il est arrivé à expiration. Quelle conclusion peut-on donner sur ces années 60, sur ces années illustration, sur ces années cinéma et sur ces années bande dessinée? Eh bien, c'est que l'image, c'est un langage aussi. Et moi, je constate que les jeunes qui ont baigné dans cet univers d'images dès leur âge le plus tendre, décryptent beaucoup mieux les images aussi. Alors, il faut voir que maintenant, l'image est omniprésente. La publicité, tout notre environnement utilise cette image. Et c'est important aussi d'être familier avec les différents styles, de la décrypter, d'avoir l'esprit ouvert aussi à des styles qui peuvent déconcerter dans un premier temps, quelquefois. Et puis, si on prend la peine de se plonger dedans, de décrypter un petit peu, ça vaut le coup et on l'apprécie beaucoup. Voilà. Ça peut être l'un des rôles de la médiathèque ? Oui. Bon, maintenant, je pense que l'éducation nationale, le message est passé. Hein. L'enseignement tient compte de toutes ces nouvelles manières aussi de s'exprimer. Bon, évidemment, maintenant, les écrans, le numérique va permettre beaucoup. Il y a toujours comme ça des résonances entre l'édition, le cinéma, les différentes formes d'expression. Et les jeunes sont très à l'aise, je pense, dans cet univers de l'image. D'accord, donc l'image que nous pouvons découvrir à la médiathèque du Cateau-Cambrésis. Merci beaucoup Madame Bouvard, encore une fois de nous avoir accordé de votre temps, de votre passion pour cette série d'émissions sur les années 60. On n'en a même pas encore terminé des années 60, mais bon, allez, il faut mettre un point final à cela. Et puis on pourrait parler des prolongements, justement, des évolutions.
hein, le grand tournant qui va arriver, parce que ces années 60 vont s'épanouir dans les années 70-80 dans le domaine de l'illustration. Mais le prochain grand tournant, c'est le phénomène Harry Potter qui arrive, la magie, et je crois que ça peut donner l'idée d'une autre émission par la suite. De même que nous pourrions parler de littérature fantastique, de science-fiction, enfin bref, nous n'avons pas encore terminé nos sujets de prédilection et de faire des magazines pour Beffroi Vision. Donc Beffroi Vision que vous pouvez retrouver sur le réseau câblé bien évidemment en direct, mais également sur Internet pour retrouver nos 3 émissions sur les années 60. Encore une fois, merci, à très bientôt et à très vite, amis téléspectateurs.